Cette matinée est consacrée à la réception de Cézanne dans le monde germanique et japonais. Et nous avons avec nous 4 spécialistes qui vont nous montrer comment Cézanne a été perçue dans des contextes très différents. Donc, je souhaite la bienvenue à notre premier intervenant, Thomas Keller, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille. Il a été responsable du groupe de recherche Échange, du master Art interculturel franco-allemande, ainsi que du collège doctoral Conflit des cultures, culture de conflit avec l'Université de Tübingen. Ses recherches portent sur les biographies transculturelles, les non-conformismes allemands et français, l'anthropologie et l'ethnologie, les lieux de mémoire franco-allemands, les transferts culturels et les peintres exilés en France. Aujourd'hui, il va nous parler de Cézanne dans la culture allemande et de la manière dont son œuvre a été interprétée. Et Monsieur Keller, je vous passe donc la parole. Merci beaucoup. Attendez. Oui, vous m'entendez maintenant? C'est mieux. Bon, donc je prends le micro. Oui, merci de m'avoir invité ici à Aix. Je me sens vraiment honoré. Merci beaucoup à Denis Coutagne. Et c'est lui qui, d'ailleurs, qui m'a proposé ce titre, Construction allemande de Cézanne. Ce titre un peu compliqué est donc une suggestion et elle m'a vraiment inspiré et vous allez connaître les raisons. Cézanne joue un rôle très particulier dans la culture culturelle des pays germaniques. Le premier musée à acheter une toile de Cézanne, c'est le musée de Berlin à la fin du 19e siècle. Et même par la suite, Cézanne a vraiment joue un rôle clé pour les relations franco-allemandes, mais aussi pour pointer vers un certain manque, pour pointer vers des lacunes dans la culture allemande. Et je voudrais vous présenter 3 approches de Cézanne, surtout au début du XXe siècle. Et je vais essayer déjà de vous montrer le plan. Le voilà. Et dans la première partie, et ça sera d'ailleurs un parcours de combattant, je vais vous montrer un Cézanne classique qui est présenté aux Allemands par Julius Meyer-Graefe et ensuite par Karl Einstein. Et il nous présente un Cézanne classique qui barre la voie au cubisme. Là, vous êtes peut-être étonnés. Dans un deuxième moment est constitué par un groupe d'artistes, Paula Becker-Modersohn, Clara Westhoff, Mathilde Vollmüller et Rilke, qui voient la fameuse exposition de 1907 au Salon d'automne. Et le troisième groupe, ce sont donc les immigrés de Châteaunois, Léo Marschutz, Jean Rewald et Fritz Nowotny. Je jette peut-être un dernier regard sur Heidegger, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, qui, à mon avis, a pratiqué une récupération abusive de Cézanne parce qu'il a vraiment vu un sol originaire ici en Provence. Pour moi, c'est une approche très douteuse. Bon, commençons donc avec Julius Meyer-Graefe. Et vous voyez ici les reproductions en noir et blanc. Et c'est la première monographie sur Cézanne, à ma connaissance. Voici donc la couverture de son livre, paru en 1910. Et ici, donc vous avez vu la tranchée, ici la Sainte-Victoire, ou encore le garçon au gilet rouge de la collection Reber. Meyer-Graefe a attaqué certaines tendances de la
de l'art français du XVIIe siècle. Il a écrit un livre qui s'oppose à la peinture de Böcklin, qui était très populaire à l'époque, et il critiquait la tendance de l'Empire wilhelmien de, de préférer le décoratif, l'ornement, le massif, tout ce qui est comme ce qu'on appelle historisme aujourd'hui, c'est-à-dire il plaignait l'absence de style en Allemagne, de l'Allemagne de l'Empire, et il voulait propager un art qui réduit, un art simple, et il s'est tourné vers la France pour propager un autre idéal de l'art. Et c'est vraiment lui qui a fait connaître aux Allemands l'impressionnisme français. Donc, il était d'abord connu en Allemagne étant l'ami de la France. Et Cézanne joue vraiment un rôle très important dans sa présentation des peintres français, mais il le place dans un tout, c'est-à-dire dans une histoire évolutive de l'art, et il le place ensemble avec Marès, Delacroix, Rembrandt. Et il parle de grands complexes qui caractérisent ces peintres. Vous voyez ici les citations. Et il donne une description assez précise de la technique de Cézanne. Je crois qu'il donne finalement un portrait assez fidèle de sa façon de pratiquer l'art. D'autre part, il dit la géométrie est donnée par la nature et Cézanne ne pratique jamais une construction abstraite dans ses toiles. Donc, il barre la voie au cubisme. Cela est très important pour Julius Mayer-Gräfe. Cézanne sert à ériger un mur contre le cubisme. Et en même temps, il plaint certaines tendances dissolvantes, là je cite, il plaint des structures dissolvantes présentes dans l'impressionnisme français, par exemple chez Sisley ou chez Monet et même chez Pissarro. Donc Cézanne prend une position tierce à la fois contre le cubisme, mais aussi contre des tendances en France qu'il n'apprécie pas du tout. Les tendances, et plus tard dans la vie, Mayer-Gräfe parlera de tendances même décadentes. Il pratique un certain nombre de mises en parallèle et surtout une mise en parallèle avec un autre peintre allemand, Hans von Marès, qui aujourd'hui est largement oublié. Nous avons eu mal à comprendre l'engouement pour Hans von Marès aujourd'hui, mais je vous ai pour, d'autre part, le rapprochement n'est pas absurde. Donc, Mayer-Gräfe n'a pas tout à fait tort de pratiquer la mise en parallèle. Vous voyez à gauche une étude de Marès et à gauche une étude de Cézanne pour les baigneuses. Et on voit très bien dans le dessin cette façon de travailler avec des sphères, des cubes. Donc, à mon avis, la mise en parallèle n'est pas absurde. Voilà pour Marès. Si vous voyez là, il a écrit un livre en 3 tomes sur Marès. Et maintenant, la construction allemande de Cézanne. Mayer-Gräfe dit le rôle que depuis dur jouent les Allemands revient à quelqu'un situé de l'autre côté, et c'est Paul Cézanne. Et la synthèse, Cézanne englobe tout, même le nordique, son intensité n'est pas purement française. Cela nous paraît évidemment absurde aujourd'hui, mais il
nous propose un rachement de Dürer et de Cézanne qui est quand même assez fondé. Mais d'autre part, Cézanne a dans sa nature un trait original germanique, c'est évidemment tout à fait plus que discutable. Mais là, regardez maintenant l'aquarelle de Dürer, le paysage de Karl Greuth, je vais vous le montrer. Il est vraiment très, très moderne, date du XVIe siècle. Et maintenant, une mise en parallèle entre Cézanne et Dürer, deux carrières. Donc, c'est vraiment étonnant. Les rapprochements de Julius Mayer-Gräfe sont vraiment très intéressants et parfois, elles sont vraiment convaincantes. Mais il y a là une appropriation de Cézanne. Il devient plus ou moins, il a un côté germanique. Cela est évidemment tout à fait abusif. En fait, un peu plus tard dans la vie, au début de la Première Guerre mondiale, Mayer-Gräfe a écrit un pamphlet vraiment qui reflète l'ambiance de la guerre. Et il parle de 3 bénéfices de la guerre, 3 Gewinne. Et il dit que la guerre a quand même un avantage. En fait, là, je le cite, il dit que la culture française et allemande vont s'unir et les Allemands vont sauver certains pans de la culture française de la décadence. Ça, c'est évidemment très fort. On ressent là l'ambiance de la guerre. Et par la suite, Mayer-Gräfe est devenu la bête noire des intellectuels parisiens. Et il a quand même, il n'a jamais pu redevenir l'ami des Français, du moins jamais aux yeux des intellectuels en France. Mais il a d'autre part, c'est quelqu'un qui a quitté l'Allemagne à la fin des années 20 et il est mort en exil pendant les années 30. Tout comme Karl Einstein, qui a pris un peu la relève en ce qui concerne l'histoire de l'art en Allemagne. Et dans l'art du XXe siècle de 1726, donc ce livre fameux de Karl Einstein, Cézanne est de nouveau présenté comme peintre classique, mais qui ouvre maintenant la voie au cubisme. Ici, je vais quand même sauter parce que j'ai donc, mais Einstein et Julius Mayer-Gräfe sont souvent opposés en Allemagne. Karl Einstein a eu des remarques très méchantes envers Julius Mayer-Gräfe. Mais en réalité, ils se ressemblent. Un historien de l'art en Allemagne a vraiment mis l'accent là-dessus. Et ce qui les unit aussi, c'est l'idée que Cézanne représente une peinture solide qui barre la voie à l'abstraction absolue, donc par exemple à l'art concret ou encore à Kandinsky. Et là, il y a c'est quand même un consensus là de dire que Cézanne, l'esprit de Cézanne s'oppose à l'idée qu'on peut créer à partir du néant, plus ou moins. Bon, je passe au deuxième groupe. Ici, il s'agit vraiment de peintres ou d'un écrivain comme Rilke. Les lettres sur Cézanne ont été traduites 2 fois en français par Maurice Betts et par Philippe Jacotet. Je cite ici de la traduction de Jacotet. Et je voudrais en fait, souligner le fait que l'interprétation des
toiles de Cézanne sont surtout ou viennent de la bouche de Margarete Vollmöller et pas de Rilke. On attribue souvent l'analyse des toiles à Rilke, mais même Rilke est assez franc et dans ses lettres, il admet que mademoiselle Vollmöller lui a vraiment expliqué les toiles de Cézanne et je crois que je peux vous montrer d'autres citations de... Donc, toutes ces explications viennent de Mathilde Vollmöller. Et le début vraiment de l'engouement pour Cézanne chez les artistes est surtout déjà chez Paula Modersohn-Becker. Et c'est elle qui a vraiment dirigé l'attention de Rilke vers les toiles de Cézanne. Ensuite, avec la visite de l'exposition de 1907 au Salon des Tonnes a été faite par Rilke, Vollmöller, Meyer-Graefe, Osthaus, le comte et donc vraiment on trouve un grand nombre d'Allemands qui ont visité l'exposition pendant des semaines. Ils l'ont visité 5-6 fois et on trouve beaucoup de traces de cette réception. Et cette réception est vraiment spécifique. Elle souligne la modernité de Cézanne et elle donne aussi une introspection de la technique de Cézanne. Par exemple, quand Mathilde Vollmöller dit une partie, quand il ne sachait pas encore, il a laissé en blanc. Il ne faisait, voyez la citation. À mon avis, c'est une réception extrêmement sensible et je voudrais vraiment réhabiliter le travail de des artistes femmes qui ont vraiment œuvré pour Cézanne en Allemagne. Rilke, vous voyez ici aussi l'impact sur la création artistique de ces femmes. D'abord, les natures mortes de Cézanne. Et ici, vous voyez une nature morte de Paula Becker. C'est évident ici qu'il y a là il ne s'agit pas de copie. Paula Becker était vraiment très indépendante, mais il y a là quand même une impulsion, disons, de Cézanne. Il en a, vous voyez le portrait de Rilke, de Paula Modersohn-Becker, et ici, donc, une nature morte de Mathilde Vollmöller qui est, on peut dire, inspirée de Cézanne, mais elle a quand même son style propre. Donc, où est la contribution de Rilke? Rilke dit que Cézanne l'a aidé pour passer à une autre conception de l'art. Et dans son roman Malte, il nous montre un Paris avec, par exemple, avec des murs nauséabonds, ça pue, donc il y a l'abject, le répugnant, et il se souvient que c'est un des poèmes préférés de Cézanne était La Charogne de Baudelaire. Et je cite Rilke, j'en suis arrivé à penser que sans ce poème, l'évolution vers le langage objectif que nous croyons reconnaître maintenant en Cézanne n'aurait jamais pu commencer. Tu jugeras de mon émotion en apprenant que Cézanne, dans ces dernières années, savait encore par cœur ce poème. Donc, et il y a un rapport vraiment direct entre les tableaux de Cézanne et la façon d'écrire dans Malte. Je passe à la
au troisième groupe, donc les habitants ou les passants de Château-Noir dans les années 30. Et il est important vraiment de voir ici l'impulsion décisive de Léo Marschutz. Léo Marschutz a vu une sainte victoire en Allemagne à la fin des années 20 avant de venir en Provence. Il y a d'abord le tableau, ensuite il découvre le paysage autour d'Aix. Ensuite, il était très étonné quand il est venu en Provence, cette correspondance entre le paysage et la toile. Et cette correspondance est restée un mystère pour lui, mais il s'est exercé lui-même pour vraiment s'approcher de Cézanne. Je montre peut-être les... Ah non, ça n'y est plus. Il y avait 3 Cézanne ici. Bon. Je passe donc directement à Jean Rewald et Fritz Nowotny qui sont venus aussi voir Léo Marschutz à Château-Noir. Ils ont reconnu leurs dettes dans leurs ouvrages principaux. Ils l'ont fait dans l'introduction, donc ils expriment leur gratitude envers Léo Marschutz, mais malheureusement, ils ne disent jamais en quoi existe vraiment la contribution de Léo Marschutz, ce qui est bien dommage. Rewald est venu avec sa Leica et le travail de photographe a permis une comparaison entre le motif et la toile. Le résultat de cette recherche topographique et aussi de l'identification des lieux exacts où Cézanne a peint permet de constater l'unité entre le tableau et le paysage. L'unité est une citation de Léon Marschutz. On peut donc toujours reconnaître le motif. Donc, les formes géométriques ne sont pas une invention du peintre, on les trouve déjà dans la nature. Et en cela, Léon Marschutz est d'accord avec Maya Graefe et il fait sien aussi les propos de Maya Graefe concernant Marès et Dürer. Là, il y a une nette dépendance ou une confirmation plutôt. Ensuite, mis à part la reconnaissance, à mon avis, il y a, donc ici vous avez le résultat de la recherche topographique, mais il y a aussi une bifurcation, disons même une controverse, surtout entre Marschutz et Nowotny. Et pour Nowotny, il existe dans l'étoile de Cézanne des déformations dues à l'abandon de la perspective scientifique. L'ouvrage donc le plus connu de Nowotny s'appelle La fin de Paul Cézanne, la fin de la perspective scientifique. Il se réfère là à l'école Warburg qui a compris la perspective scientifique comme une forme symbolique qui a régné en Europe pendant 5 siècles, depuis la Renaissance, et qui enferme le spectateur dans une seule position parce que les lignes du tableau pointent vers une position unique. Et le tableau est peint donc en fonction de création d'une position unique. Et cela donne une forme symbolique singulière
caractérisant l'Europe, du moins pendant 5 siècles. Et en abandonnant la perspective, cette perspective unique, Cézanne ouvre une voie vers un monde inconnu, si j'ose dire, et dans ce monde inconnu, qui sont régis plutôt par des choses, apparaît ce que Nowotny appelle das Außermenschliche, l'extra-humain, et les choses, en fait, sont déformées. Et Leo Marschutz s'oppose à cette vue des choses. Il dit finalement, il prend la position de l'artiste, de Cézanne même, et l'artiste, il a une vision des choses, et Cézanne, la vision de Cézanne est une vision, il a une position méditative, et la vision lui permet de capter la permanence des choses, et le peintre, Cézanne, transmet une expérience intérieure de cette expérience intérieure de permanence, il la transmet dans ses tableaux par les couleurs. Donc c'est une approche complètement différente de celle de Nowotny, et je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus, qui est vraiment là une différenciation à l'intérieur de ce cercle de Château Noir. Ce qui est important du point de vue du transfert culturel, Leo Marschutz n'a pas uniquement, c'est pas uniquement appuyé sur les historiens de l'art allemand comme Meyergräfe, mais il a lu surtout Bergson pour avoir une idée de la durée. Et là, je vous donne vraiment la mise en parallèle vraiment d'un passage clé chez Bergson de l'évolution créatrice et d'une citation de Leo Marschutz qui montre bien la transposition de la philosophie bergsonienne vers une théorie de l'art par Leo Marschutz. Tout cela n'a jamais été vraiment bien élucidé, mais je trouve ça vraiment capital, très important pour comprendre la contribution de ce cercle de Château Noir et surtout notamment de Leo Marschutz. Donc l'acte pictural crée l'expression de la durée. Je voudrais aussi mentionner l'expérience de l'extraterritorialité et aussi de la persécution. Les émigrés de Château Noir ont subi la persécution. Donc, Leo Marschutz a été interné au Mille et Rewald aussi a été interné. Et à mon avis, ils ont vraiment ils ont pris une position extraterritoriale parce qu'ils étaient venus en France, puis vraiment chassés aussi de l'Allemagne. Et ils ont compensé cette perte de patrie, si vous voulez, par un lieu effectif, et ce qui a permis la mise en place par exemple, de la comparaison photo-tableau, mais aussi le catalogue raisonné et le travail interprétatif. Et c'est un rapport au lieu qui est très différent de celui de Heidegger. Là, vous le voyez dans la position du romantique, vue de dos, contemplant la Sainte-Victoire. Et ici, là, il s'était même publié dans le journal, la Provence, et il parle du voisinage de la Grèce et d'un sol original.
c'est l'allocution qu'il a faite à l'université en 58, invité par mon prédécesseur de l'époque, Pierre-Paul Sagave. Et à mon avis, il s'agit là d'une appropriation abusive. Et je m'arrête ici et je vous remercie pour votre